à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire sur le végétal local et les collectivités. C'est un webinaire organisé par trois associations, France Nature Environnement Bourgogne-Franche-Comté, Jura Nature Environnement et France Nature Environnement 1. Nous ferons partie des intervenants aujourd'hui, à côté de trois autres intervenants extérieurs. Donc on est ensemble pour 1h15. Il va y avoir des temps de réponse à vos questions. Vos questions seront formulées par écrit dans le bouton qui s'appelle Q et R sur le bandeau Zoom. Donc voilà, vos micros et vos caméras sont automatiquement coupés. Donc n'hésitez pas à formuler vos questions par écrit si vous en avez. Donc, je me présente d'abord, je suis Maxence Bell, je travaille à France Nature Environnement Bourgogne-Franche-Comté et je suis correspondant local pour la marque Végétal Local dans la région d'origine Rhône-Saône-Jura. J'ai le plaisir aujourd'hui d'animer ce webinaire et j'aurais voulu introduire ce webinaire en vous rappelant un contexte. Le contexte le suivant, nous sommes aujourd'hui dans un contexte alarmant d'érosion de la biodiversité. Cette érosion de la biodiversité est liée aux activités anthropiques humaines. Deux indicateurs qui sont sortis récemment, qui peuvent prouver ce que je viens de dire, c'est qu'en France, chaque année, entre 20 000 et 30 000 hectares de terres sont artificialisées. Donc cette artificialisation, en plus, elle va plus vite que l'accroissement de la population, environ 4 fois plus vite. Un autre indicateur, c'est des données qui sont issues donc, du ministère de l'Agriculture et de la publication Graphagri Agreste. On a chaque année en France 23 500 km de haies qui disparaissent. Donc, la disparition des haies est en phase d'accélération par rapport aux dernières données que nous avions. Donc, il est indispensable, et je pense que c'est pour ça que vous êtes aujourd'hui si nombreux, il est indispensable que nous mettions en place des actions pour contrebalancer ces atteintes à la biodiversité. Et nous pouvons le faire notamment en restaurant les écosystèmes. Et restaurer les écosystèmes, ça peut vouloir dire les végétaliser. Encore faut-il pouvoir les végétaliser avec les bons végétaux, des végétaux qui soient indigènes, des végétaux qui soient adaptés et qui soient issus du milieu sauvage. Bref, des végétaux qui sont en parfaite adéquation avec la biodiversité locale. Et c'est justement ce que garantit la marque végétale locale. Et aujourd'hui, on va voir comment trouver du végétal local et l'intégrer dans vos projets pour favoriser des projets qui soient réellement en adéquation avec votre territoire et la biodiversité qui s'y trouve. Donc, voilà le déroulement du webinaire. On est ensemble pendant 1h15 environ. Ça se décompose donc en 3 parties. Nous verrons dans un premier temps un état des lieux de végétal local en zone Rhône-Saône-Jura. Nous verrons ensuite comment intégrer végétal local dans vos marchés. Et on finira par des retours d'expérience sur des projets qui ont été portés donc, par une collectivité et par un privé, donc communauté de communes Saône-Beaujolais et Veolia. Qu'est-ce que végétal local d'abord? Végétal local est une marque propriété de l'OFB, de l'Office français pour la biodiversité, et portée par un réseau d'acteurs. L'animation technique de la marque est assurée par 3 structures, les conservatoires botaniques nationaux, la fac agroforesterie et puis Plantes et Cités. Ce sont les 3 structures qui ont été à l'origine de cette marque en 2015. Cette marque est basée sur un découpage territorial de régions d'origine basé sur des grands ensembles écologiques. Ces grands ensembles écologiques sont définis à partir de données qui sont climatiques, hydrographiques, des données de végétation, des données d'altitude.
vous constaterez à l'écran que le découpage de ces régions d'origine ne se recoupe pas avec les découpages administratifs de nos grandes régions. Voilà. Donc, végétal local, c'est à la fois des semences herbacées et ligneux. Donc, c'est tous les végétaux. Ils ont les caractéristiques suivantes. Ils sont sauvages, ils sont indigènes et ils sont issus de collectes en milieu naturel. La marque garantit une traçabilité de la graine, de l'origine de la graine, jusqu'à la commercialisation des plants et des végétaux. Ce qui garantit une adaptation de ces végétaux à leur région d'origine et aux caractéristiques qui la composent. Cette adaptation, elle naît d'une diversité génétique intraspécifique. On le verra après. Il faut que les collectes se fassent sur au moins une trentaine d'individus différents, ce qui garantit une diversité et une capacité d'adaptation. Enfin, le dernier point, c'est aussi une économie et des savoir-faire qui sont eux aussi localisés dans la région d'origine, dans la mesure où il y a une réappropriation de certains savoirs, comme la capacité à faire germer des graines, la capacité à pouvoir trouver des prairies sources sur son territoire. Donc, il y a dans la zone Rhône-Saône-Jura un ensemble d'acteurs qui travaillent sur cette marque. C'est assez complexe dans la mesure où il y a plusieurs étapes très importantes. Donc, d'abord, vous l'aviez vu en première page, il y a un certain nombre de financeurs qui soutiennent cette démarche et cette animation. On citera donc pour la zone Rhône-Saône-Jura, la région Bourgogne-Franche-Comté, la DREAL, Bourgogne-Franche-Comté, le projet Leader en Auvergne-Rhône-Alpes, la fac agroforesterie, le commissariat de massif du Jura et puis SNCF Réseau. Et puis, il y a des gestionnaires de la marque au niveau national qui animent la marque, qui permet de nous donner des outils. Donc, conservatoire, les conservatoires botaniques, la fac agroforesterie. Il y a enfin les prescripteurs, ceux qui vont encourager à l'utilisation de la marque. Donc, il s'agit de potentiellement vous, collectivités, financeurs qui rédigent des appels à projets, des cahiers des charges et qui vont définir dans leurs règles d'intervention l'usage de la marque végétale locale. Il y a les clients, c'est tous ceux qui végétalisent, c'est tous ceux qui plantent des arbres, qui plantent des prairies. Ça peut être les agriculteurs, les collectivités, des syndicats de rivières, des communautés de communes. Et puis enfin les producteurs. Donc, on va mettre ici à la fois les pépinières et les semenciers, c'est-à-dire à la fois pour le milieu ligneux et le milieu herbacé. Donc, on a un certain nombre de producteurs qui sont déjà engagés dans la marque, d'autres devraient venir. Et pour récolter des graines et des semences, il faut aussi qu'il y ait des collecteurs. Donc, il y a en zone Rhône-Saône-Jura un collectif de collecteurs qui s'organise depuis plusieurs années et qui travaille pour augmenter la production de graines. Et enfin, donc, tout cet ensemble d'acteurs est coordonné par les animateurs de la marque. Donc, il s'agit des 3 associations aujourd'hui qui organisent ce webinaire, hein, France Nature Environnement, Jura Nature Environnement, et puis également en soutien sur le choix des essences et sur certaines orientations techniques, le Conservatoire botanique national de Bourgogne de Franche-Comté. Voilà, on arrive à une autre partie, la présentation des ligneux. Je passe la parole à Sophie qui va nous présenter la suite. Merci Maxence. Alors bonjour à tous, donc, je me présente, Sophie Janter. Je suis référente ligneux dans l'Ain sur le végétal local et je vais vous faire un retour rapide donc, de l'état des lieux de l'offre sur le bassin Rhône-Saône-Jura. Alors, à l'heure actuelle, je veux bien la diapo suivante, Maxence. Merci. À l'heure actuelle, donc, le réseau de végétal local sur notre bassin Rhône-Saône-Jura est composé de plusieurs acteurs locaux. Donc, ce sont ceux que vient de vous décrire Maxence. Donc là, vous pouvez les retrouver un peu plus géographiquement. On a donc les collecteurs, donc ils sont en charge de la collecte des fruits sur site directement et qui sont à ce jour des réseaux associatifs
donc France Nature Environnement, Jura Nature Environnement, les CPIE, entre autres. Nous retrouvons également ces professionnels collecteurs, donc, que vous retrouvez avec la petite lettre C sur le bassin, donc, qui se situe plutôt dans la zone Jura. Bien sûr, cela peut évoluer par la suite. Et des producteurs, donc essentiellement des pépiniéristes en charge du développement de la graine en plant et de la vente de plants, donc que vous retrouvez avec la lettre P en rouge. Nous avons également le Conservatoire botanique national qui apporte une aide sur la validation des espèces donc qui sont référencées dans le programme végétal local. Et bien sûr, un ensemble de partenaires financiers donc, que vous pouvez retrouver sur nos bandeaux dans la présentation, grâce à qui on peut continuer à mener cette filière. Alors, les sites de collecte, on les retrouve dans l'ensemble du bassin. Donc, pendant les années dernières, nous avons pu mener un travail de recherche de sites favorables sur l'ensemble du bassin Rhône-Saône-Jura. Et à ce jour, on a 208 sites identifiés et répertoriés en tant que sites de collecte officiels pour ces espèces ligneuses. Donc, vous les voyez sur les cartes en bleu. Donc, il faut savoir que ces sites ne sont pas choisis à la légère. Ils doivent prendre en compte des critères qui permettent de garantir l'origine sauvage et indigène de la plante. Donc, ces critères, vous pouvez les retrouver dans le référentiel technique de végétal local qui est disponible sur le site internet. On pourra vous mettre le lien dans la discussion. Pour les collectes des années passées, donc on avait des critères assez précis. Donc, on a essayé d'avoir une distance géographique de 500 mètres à minima avec les habitations pour éviter de l'hybridation avec des espèces domestiques. On a également respecté donc, le référentiel végétal local et évité toute zone de plantation après 1970, également pour respecter la diversité génétique de l'espèce, sauvage et locale. Et nous demandons l'accord des propriétaires des parcelles avant collecte. Alors, pour vous donner une idée de ce que le réseau représente à l'heure actuelle, donc en 2022, donc ce sont nos chiffres de décembre, on a collecté donc, sur l'ensemble de ces sites 781 kg de fruits, ce qui donne alors approximativement donc, en ratio 91 kg de graines. Donc, à savoir qu'avant d'être envoyés aux producteurs, ces fruits doivent être dépulpés manuellement, ce qui représente aussi un travail assez conséquent. Pour une vision un peu plus large de ce que représente végétal local dans notre bassin Rhône-Saône-Jura, vous pouvez voir ici dans le tableau les résultats depuis l'année de commencement de végétal local chez nous, donc depuis 2017. Donc, on voit que le nombre d'espèces collectées a quasiment doublé. Donc, cela s'explique avec une meilleure connaissance du territoire, des sites de collecte donc, qui sont de plus en plus nombreux, et également une meilleure connaissance des cycles saisonniers des espèces, et bien sûr un nombre d'acteurs qui se sont impliqués dans la filière également de plus en plus nombreux. Donc, les fruits collectés et donc les graines ont également considérablement augmenté depuis 2017. Alors, je précise que pour les chiffres 2022, c'était un bilan mi-année, donc c'est pour ça qu'ils ne correspondent pas aux chiffres finaux. Donc, cela tombe bien car l'offre en végétaux labellisés, elle est également en augmentation. Donc, nous comptons actuellement 5 pépinières labellisées dans le bassin. Donc, vous pouvez les retrouver également sur le site de Végétal Local. Sachant qu'il y a d'autres pépinières sur le territoire en cours de labellisation qui vont donc être capables de proposer des végétaux labellisés dans les années à venir. Donc, que ce soit à partir de la graine et également à partir de l'élevage de plants. Donc, des pépinières qui seront davantage spécialisées sur le plant et pas forcément à partir de la graine. Donc, il y aura les deux, ce qui va démultiplier l'offre. Donc, en 2022, donc, nous avions nos 91 kg de graines qui ont été transmis à ces pépinières, sachant que ça représente approximativement 1,5 million de plants. Donc, ce n'est pas négligeable.
Encore une fois, c'est une estimation. Et on note également une augmentation constante des prescripteurs, donc des acheteurs de ces plants qui sont de plus en plus demandés dans les projets, donc que ce soit pour le privé ou pour le public. Voilà pour ce petit tour d'horizon de l'état des lieux ligneux. Donc, je laisse maintenant la parole à mes collègues Marie et Victor. Merci Sophie. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, Marie Zelazny, référente du coup pour l'axe plutôt herbacée sur le département de l'Ain. Donc, je vais vous présenter assez rapidement le développement de la filière horticole, sachant que par rapport à l'Union, on est vraiment en phase de développement. Donc, on est vraiment sur les premières étapes. On est vraiment en train de développer le réseau. Donc, je veux bien la prochaine diapo. Merci. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette carte, j'ai essayé un peu de représenter les premiers acteurs avec lesquels on a commencé à échanger. Donc, on est vraiment sur des structures ou des personnes qui sont intéressées par le végétal local, qui ont vraiment une motivation à intégrer le réseau et à participer au développement de cette filière. Donc, on a actuellement 3 horticulteurs, dont 2 qui sont basés dans le département de l'Ain. On a 2 fleuristes. On a une semencière qui pourrait également nous faire de la multiplication et un centre de tri pour pouvoir récupérer les graines, les trier et les mettre dans de bonnes conditions pour la distribution. On a également 2 possibilités complémentaires de multiplication. Et en fait, cette phase-là, elle est assez importante parce qu'on va réaliser de la collecte et on va avoir besoin de multiplier pour pouvoir augmenter la quantité de graines disponibles et pouvoir répondre à une demande qui pourrait, on le souhaite, être croissante. Et il y a également un producteur de semences qui devrait normalement commencer à commercialiser de la semence en espèces pures issue d'une production en bassin Rhône-Saône-Jura. Donc on a vraiment des choses en évolution. On n'a encore personne pour l'instant labellisé, mais c'est le prochain objectif de pouvoir continuer d'accompagner ces structures et ces personnes vers la labellisation végétale locale. Donc pour pouvoir mener à bien ce travail, on a une grosse étape à passer qui est de définir une liste d'espèces, parce qu'en fait on a tout un choix possible par rapport aux espèces présentes sur le bassin. Donc là il y a un groupe de travail qui est monté en toute transversalité entre la zone Alpes, le bassin Rhône-Saône-Jura et le Massif central. Donc c'est piloté par les conservatoires botaniques et l'idée c'est d'avoir une réflexion commune et de regrouper aussi bien des botanistes que des professionnels du monde de la fleur, en fait, que ce soit des horticulteurs, des pépiniéristes également, des semenciers, et d'avoir en fait un regard croisé sur, en gros, quelle est la demande actuelle sur de la plante. Là, l'idée, c'est pouvoir avoir de la production soit de plantes en godet ou juste de la semence pour faire du semis prairie fleurie ou de bande fleurie. Donc, quelle est la demande? Donc, on va avoir des contraintes d'esthétisme, de période de floraison, est-ce que c'est une plante qui va bien résister à des écarts thermiques? Est-ce qu'elle va avoir un besoin en eau plus ou moins fort? Et du coup, de répondre aussi à ces besoins actuels par rapport notamment à ce qu'on vit actuellement avec les restrictions d'eau qui sont de plus en plus courantes et des sécheresses qui sont de plus en plus longues. Et de se dire, voilà, d'avoir un regard croisé là-dessus et de répondre aussi à un des objectifs qui est le plus fort dans Végétal Local, c'est d'apporter en fait un soutien sur la biodiversité locale et de pouvoir apporter notamment une ressource alimentaire pour les pollinisateurs dans la nature. Donc pour faire ce travail également, on va avoir besoin d'identifier des sites de collecte au même titre que les ligneux. Donc on va aller sur le terrain, on va essayer de rechercher des prairies sources ou même des pelouses, on peut même aller jusqu'en zone de lisière, parce que l'idée c'est aussi de pouvoir proposer une palette végétale relativement diversifiée. Et on le voit déjà quand c'est des réflexions qui sont en place, on peut avoir des zones de prairies, on peut avoir des parterres fleuris qui sont plus ou moins à l'ombre ou plus ou moins frais. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi proposer des poules d'espèces qui vont répondre à ces demandes-là. Donc, on va diversifier les zones de collecte et on a aussi quelques restrictions. On évite les sites semés après 1990 parce qu'on a de fortes chances qu'au final, les graines qu'on va collecter, elles vont être issues de semis, mais qui viennent peut-être d'une autre région ou même d'un autre pays. Donc, on va court-circuiter le résultat de végétal local. Et on a aussi un besoin de collecter un minimum sur 50 individus pour avoir une diversité génétique assez forte et de collecter au maximum sur un quart des individus pour ne pas non plus appauvrir le milieu et maintenir en fait quelque chose qui est durable dans le temps. Donc pour terminer, ça c'est un peu le modèle idéal qu'on aimerait pouvoir développer pour la filière herbacée, pour de la production horticole, c'est de se dire qu'on est des collecteurs
qui soient bénévoles ou professionnels, comme pour les milieux, qui vont faire de la collecte en espèces pures sur des milieux qui sont déjà identifiés, sur des sites identifiés. Donc après, on rentre tout un tas de données pour avoir le suivi. Un centre où on aurait le tri et le séchage, qui est la partie la plus importante pour être sûr que derrière nos graines, elles aient un bon taux de germination, qu'on ait des beaux résultats et qu'on ait un réseau qui fonctionne bien. Et ensuite, il y aurait deux options. Soit on va directement en distribution chez les horticulteurs ou les semenciers, et eux ensuite font le travail de production, ils font les sachets, ils font les mélanges, et après ça part sur la distribution. Ou ça passe par une seconde étape intermédiaire qui est la multiplication. Et là, en fait, avec nos graines collectées dans la nature, on va les mettre en culture et on va avoir une multiplication et donc une production de plus grosse quantité de graines. Donc là, avec aussi des contraintes où on va avoir un nombre de multiplications défini pour ne pas trop appauvrir. Et ensuite, ça revient vers les horticulteurs ou les semenciers. Et de nouveau, c'est disponible, donc aussi bien en jardinerie pour le grand public, les paysagistes, les bureaux d'études pour faire du génie écologique, les collectivités qui veulent mettre en place du fleurissement avec une volonté de faire aussi un geste pour la biodiversité. Donc voilà, je vous remercie. Et je laisse la parole à Victor. Eh bien, merci. Donc, bonjour à tous, Victor Ferré-Pierret. Je suis du coup chargé de mission à Jura Nature Environnement et agriculteur dans le Haut-Doubs. Donc, moi, je vais vous présenter plutôt la partie restauration, donc plutôt sur les différentes techniques. On identifie aujourd'hui 4 techniques principales qui permettent de développer un petit peu les végétaux et les végétaux d'origine locale. Donc, bon, la première technique, c'est la plus simple, c'est celle qui consiste à acheter des graines directement aux semenciers qui, eux, sont labellisés végétal local. Donc, bon, ça nécessite aujourd'hui de prendre un petit peu d'avance sur le projet, car nous n'avons pas des disponibilités en graines qui sont conséquentes. Donc, ça demande de travailler, de nous contacter en amont pour pouvoir préparer la commande et l'adapter au mieux au terrain. Mais avec le temps, voilà, c'est des choses qui vont pouvoir se développer. Donc ensuite, la deuxième technique, ça va être de collecter les graines directement sur place et de les semer. Donc aujourd'hui, on a un prestataire qui est équipé sur le territoire, Patrick Touvenin de chez Biocénosis, qui lui propose de la collecte avec une brosseuse, comme on peut le voir sur la diapositive suivante, et qui va récolter l'ensemble des graines qui vont se trouver dans la prairie mature, comme on peut le voir sur le tracteur en bas, et l'ensemble de ces graines-là vont pouvoir être épandues. Donc, soit avec un épandeur à la volée, soit avec un système d'hydrocideur, d'un épandeur à fumier, ou alors, si on passe ces graines-là dans un petit centre de tri, on peut ensuite les semer avec un semoir agricole traditionnel. Donc, pareil, ça demande de préparer le chantier un peu en avance. La troisième technique est la technique du transfert de foin. Donc, on en parlera un petit peu plus lors de l'intervention de Camille. Mais comme on peut le voir sur la diapo suivante, ça consiste à faucher la prairie qui est mature. Ouais, tu peux passer la diapo, Maxence. Faucher la prairie qui est mature et c'est l'ensemble de l'herbe qui va être transportée pour aller sur la parcelle receveuse. Donc, cette pratique-là, comme vous le verrez tout à l'heure, est assez pratique dans les milieux industriels. Et pour revenir un petit peu sur les différentes expériences que nous avons pu mener sur le territoire, puisque maintenant ça va faire 3 ans qu'on travaille avec ces différentes techniques-là, et on a eu des retours d'expérience assez intéressants avec le syndicat mixte de développement touristique des Rousses, où nous avons collecté avec un quad aspirateur de graines l'ensemble d'une parcelle qui était, elle, mature, pour ensuite semer ces graines-là sur des pistes de ski qui avaient été travaillées pour remanier le terrain. Donc, ça nous a permis d'avoir une diversité floristique adaptée au territoire, due à la proximité entre le lieu de collecte et le lieu de semis. Ensuite, nous avons d'autres retours d'expérience très intéressants avec le syndicat mixte de la veille vivante, qui, eux, aujourd'hui, travaillent sur l'accompagnement des agriculteurs à collecter des graines sur leurs prairies pour récupérer la diversité floristique et aussi génétique de ces prairies qui sont aujourd'hui bien implantées dans les milieux particuliers qui sont autour des rivières. Et ensuite, ils vont se servir de l'ensemble de ces graines collectées pour les passer dans une chaîne de tri et ensuite pouvoir les ressemer avec leur semoir agricole
sur l'ensemble de leurs parcelles. Donc ça leur permet d'avoir à la fois un gain en termes d'écologie, enfin un gain écologique et aussi économique, car ils produisent leurs propres semences et ils ont une semence qui est adaptée à leur terrain et aux conditions pédoclimatiques de leur parcelle. Donc voilà, cette technique-là est assez intéressante. Et pour continuer d'avancer sur ce projet, nous avons travaillé avec l'ensemble des acteurs qui nous entourent. Donc le CEN Nouvelle-Aquitaine qui eux, ont monté le programme de Pictagraine, qui est la fameuse brosseuse qui permet de collecter ces graines-là. Il y a également, ça doit être dans la suivante, donc le CBN Alpin avec qui nous travaillons sur les différentes listes d'espèces et notamment sur les suivis de revégétalisation après avoir revégétalisé des zones qui étaient auparavant soit urbanisées, soit dégradées, pour voir le retour de la diversité floristique et également toute la vie qu'il y aura dans le sol par la suite. Et la suivante. Non, c'est tout bon? Ouais, ok. Donc voilà un petit peu pour l'état des lieux autour de la revégétalisation, on va dire un peu plus massive. Donc aujourd'hui, on peut vous accompagner sur vos différents projets avec l'une de ces 4 techniques. Et après, ben voilà, ça passe toujours par des visites de terrain en fonction des différentes problématiques, des différents contextes qu'on peut retrouver. Voilà, allez, bonne continuation à tous. Et je laisse la parole du coup à Camille. Merci Victor. Nous, on va prendre 5 minutes là pour répondre aux questions avant l'intervention suivante. On a quelques questions qui sont arrivées non pas dans la discussion, mais dans le bouton qui s'appelle Q&R. N'hésitez pas à formuler par écrit vos questions à travers ce bouton. Je laisse la parole à Florie qui va peut-être centraliser quelques questions. Il est possible qu'on ne réponde pas à tout dans le temps imparti, mais… Bonjour à tout le monde. Donc effectivement, il y a eu quelques questions qui ont été posées. Donc il y a notamment une qui te concerne plus, Maxence, je pense, donc qui est par rapport à l'adaptation des végétaux qui sont produits donc dans une zone particulière, donc là, Rhône-Saône-Jura. De faire le lien, en fait, de parler un petit peu de la question même si cette zone est relativement homogène, il y a quand même des sous-zones, on va dire, dedans. Et là, la personne parlait des plantes cultivées, par exemple, en vallée du Rhône, qui pourraient être plantées dans le Haut-Jura avec des climats différents. Ouais. Oui, je vois, effectivement, les délimitations de végétal local, c'est des grands ensembles écologiques, on l'a vu tout à l'heure, donc c'est des régions Rhône-Saône-Jura qui va du nord de la Drôme jusqu'à des secteurs d'altitude du Haut-Jura à plus de 1500 mètres. Évidemment, il y a, quand on zoome, des plans qui peuvent être moins adaptés. Ceci dit, on est sur un grand ensemble, et je pense que la réponse à donner à des lieux de végétalisation qui sont dans des secteurs particuliers comme le Haut-Jura ou comme des zones inondables, c'est de travailler à travers des contrats de culture avec des pépiniéristes pour des besoins qui sont précis. Mais globalement, des contrats de culture ou des contrats de mise en culture de semences herbacées, globalement, dans l'ensemble, dans le grand ensemble de la région Rhône-Saône-Jura, il y a des réponses que peuvent donner la marque végétale locale sur si on enlève un petit peu ces extrêmes-là. Mais effectivement, quand on zoome, il peut y avoir des complications. Il y a les unités naturelles aussi, pour préciser, bien sûr, qui sont aussi présentes dans la marque et dans le règlement. Du coup, on peut aller un petit peu plus loin. Excusez-moi, Damien Provandi, animateur technique national de la marque végétale locale. Oui, tout à fait. Il y a 2 unités naturelles dans la zone Rhône-Saône-Jura. Il y a la zone de la plaine de la Saône et du Rhône, et puis il y a la zone du massif jurassien. Et donc, ça vient redécouper encore cette zone Rhône-Saône-Jura. Et donc, ça montre qu'on avait aussi prévu cette distinction-là. Merci Maxence, merci Damien également pour les précisions apportées. Du coup, là, une question suivante qui va concerner plus les collecteurs et les sites de collecte également. Donc déjà, il y avait une petite remarque par rapport à la Fédération départementale des chasseurs 71, qui sont également une structure collectrice. Donc je le précise là. Et puis, donc
une question qui concernait donc les sites de collecte, à savoir les sites qui étaient mentionnés, qui étaient détaillés là dans la présentation. Est-ce que ce sont uniquement nos sites de collecte intra-association, on va dire? Je pense que c'était ça la question. Ou est-ce que c'est les sites de collecte qui sont vraiment utilisés par tous les collecteurs du territoire Rhône-Saône-Jura? Et donc, dans ce dernier cas, comment ces sites de collecte sont rendus accessibles aux collecteurs potentiels et comment il y a un suivi qui peut être réalisé de ces sites. Donc là, je vais peut-être laisser Sophie répondre à cette question et puis Maxence, tu pourras peut-être compléter possiblement. Merci Florie. Alors, si j'ai bien compris la question, donc, effectivement, les sites de collecte, c'est l'ensemble des sites de tous les collecteurs du réseau, sachant que dans Végétal Local, on travaille en réseau, c'est aussi une force de la filière. Donc, on travaille aussi grâce à un logiciel qui s'appelle PepiCollect et qui permet donc de référencer, de répertorier l'ensemble de ces sites, les espèces qu'on y trouve, les collectes d'une année à l'autre, donc ce qui permet aussi de faire un suivi sur les espèces et de mieux les connaître, de mieux comprendre leur cycle, notamment les cycles qui changent avec les changements climatiques. Donc ces sites, ils sont accessibles au réseau de collecteurs végétal local. Sachant que pour les collecteurs qui ne sont pas encore dans ce réseau, qui souhaitent s'impliquer, on tente avec eux, quand ils arrivent, de pré-identifier des sites par rapport aux critères. Donc aux critères dont je vous ai parlé, pour rester dans le référentiel technique de végétal local, pour leur donner un coup de main en fait pour se lancer. Et ensuite, donc, ils peuvent eux-mêmes apporter des nouveaux sites. Voilà, c'est vraiment la force du réseau. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Ça me semble bien. Donc, pour ensuite... Dernière question peut-être. Oui, ouais, ok. Donc, je vais peut-être parler donc une question qui concerne les pépinières. Sophie, tu as mentionné 5 pépinières labellisées. Et effectivement, la question se pose sur le site. Quand on va sur le site végétal local, ce n'est pas 5 pépinières qui sont indiquées, mais 9. Donc voilà, il y avait un petit questionnement par rapport à ça. Donc tu peux peut-être apporter des précisions sur ce point-là. Oui, alors je laisserai Maxence me compléter si jamais je dis une bêtise. Mais donc les 5 pépinières qu'on vous a citées, c'est les pépinières qui sont, on va dire, un peu plus classiques et qui vous proposent un ensemble de plants, d'espèces différentes sur le modèle classique d'une pépinière. Il y a d'autres acteurs qui sont référencés sur le site et qui sont plus spécialisés. Donc vous avez par exemple Éco-Solutions qui est référencé et qui est spécialisé en bouture de saules, donc c'est quelque chose de très précis. Vous avez d'autres acteurs qui sont pas forcément producteurs, mais qui sont référencés également, donc, notamment France Nature Environnement Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, est-ce que j'ai répondu? Est-ce que Maxence, oui, je pense que tu as pointé effectivement la différence entre les 5 ou 6 pépinières que l'on cite et puis les 9 qui apparaissent sur le site végétal local. Il y a, nous, par exemple, FNE Bourgogne-Franche-Comté, on est identifié comme producteur, mais on ne produit que des semences. On va remettre aux pépiniéristes, donc on n'est pas en mesure de fournir des plants. Ce qu'il faut dire, et ce que tu avais bien précisé, Sophie, c'est qu'il y a beaucoup de pépinières qui sont engagées dans un processus d'adhésion à la marque actuellement. Donc, ce chiffre va être amené à évoluer d'année en année. Merci. Et du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. Du coup, pour les questions, il y avait encore certaines questions, mais j'essaierai d'y répondre directement dans les questions-réponses. Et sinon, on fera une réponse par ailleurs à la fin du webinaire. Très bien. Merci à tous. Je passe du coup la parole à Damien pour la suite de la présentation. Très bien. Merci. Bonjour à tous. Merci d'avoir invité à participer à ce webinaire. Donc, Damien Provandier, je travaille pour le réseau des conservateurs botaniques nationaux et l'ensemble du réseau des correspondants comme animateur national de la marque. On est plusieurs à travailler sur ce sujet. Je vais vous présenter des questions en fait d'accessibilité et d'intégration de végétal local dans les marchés avec surtout de la méthodologie, comment travailler ce sujet. Et comment utiliser la marque collective, considérée comme un label au sens des marchés publics. Je rappellerai cette notion. Alors tout d'abord, la première étape qui est recommandée dans le code de la commande publique, c'est de passer par une phase d'analyse de l'offre. C'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui en participant à ce webinaire, c'est mieux connaître la filière, mieux connaître l'offre, que ce soit pour du végétal local
Mais pour tout autre produit, quand vous souhaitez mettre en place un projet, ben vous allez vous renseigner si le produit existe. Donc, cette étape essentielle de la commande publique peut se faire dans le cadre de Végétal Local avec les outils du site internet. Vous avez différents outils, vous avez les listes Excel, vous avez aussi des différents producteurs. Le fait est que la marque est en pleine croissance, on va pouvoir le voir un petit peu plus loin, et que ce sourcing doit se faire en lien avec des usages. En effet, diapo suivante. En effet, Végétal Local, on l'a vu dans cette introduction, peut correspondre à différents types d'usages. Et donc, différents types d'usages, c'est aussi des producteurs qui sont spécifiques, qui vont pouvoir aussi vous apporter des conseils. On va avoir des acteurs qui sont spécialisés sur la semence herbacée, qui ne sont pas les mêmes que les horticulteurs, qui vont être spécialisés, par exemple, pour plus les projets de paysage ou de jardinage urbain. C'est vraiment des métiers différents entre la semence herbacée pour des projets de végétalisation en génie écologique ou de jardinage urbain. Ensuite, on a les acteurs de la plantation de haies qui sont aussi différents de ceux, par exemple, de la plantation en ville, souvent. Là, on a une illustration de la croissance de la marque. Et ça, c'est pour montrer cette dynamique, en fait, que ce que vous avez aujourd'hui, vous inscrivez aussi dans une chaîne de valeur. Vous êtes là pour entendre, savoir comment se met en place cet dispositif en faveur de la biodiversité qui n'existait pas avant 2015. Ça a été créé par l'ensemble des réseaux techniques en fait qui travaillaient sur le sujet en France entre 2012 et 2015, soutenu par le ministère de l'écologie. Aujourd'hui, c'est une marque de l'Office français de la biodiversité, donc une marque collective officielle d'un organisme public. Et on voit cette croissance. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette croissance, elle continue, elle est forte. Il y a beaucoup de formations qui ont eu lieu les dernières années. Donc aujourd'hui, en effet, il y a des pépinières qu'on ne peut pas encore valoriser, mais qui sont en cours d'audit, en cours de candidature. Et donc, les prévisions pour 2023, c'est 40 nouveaux bénéficiaires et on a déjà 40 candidats pour l'année suivante. Donc, en gros, on va être sur une croissance maintenant de régime de 40 nouveaux bénéficiaires par an. Là, je parle au niveau national, hein, pas que pour Bourgogne-Franche-Comté, mais c'est ce signal aussi qui vous permet de voir que le sourcing que vous ferez à un moment T, il faudra le refaire l'année suivante quand vous aurez aussi votre projet, puisque la croissance est forte. Donc, ces différents métiers, cette clé du sourcing, alors là, on en a évoqué quelques-unes. Je disais, consulter le site internet, consulter les correspondants locaux. Le point fort, en fait, quand vous avez un projet, c'est bien sûr d'évaluer, connaître les techniques et les espèces. Chaque projet est différent, donc il ne s'agit pas de faire des copier-coller de listes. On parlait de projets en haute montagne ou de projets dans les plaines. Végétal Local ne vous apporte pas ces solutions-là. Ce n'est pas les mêmes espèces qu'on va planter forcément dans certains types de milieux humides, sur certains coteaux ensoleillés, des coteaux secs. On est vraiment sur cette question d'écologie qu'il faut aborder. Ce n'est pas que Végétal Local qui donne ces notions-là. C'est des échanges techniques, c'est des guides techniques aussi, des retours d'expérience. Le dialogue qui se met en place avec les producteurs et les correspondants est aussi crucial à cette étape-là. En effet, des fois, vous aurez l'impression que c'est plutôt telle espèce qui correspond pour votre projet. Et en échangeant aussi avec les producteurs qui ont de l'expérience, ils pourront peut-être aussi vous orienter sur une espèce alternative avec lesquelles ils ont de l'expérience, ils ont déjà testé, peut-être aussi moins cher ou plus facile à produire. Parce qu'il faut voir que dans une filière en croissance, il faut aussi savoir s'adapter. C'est-à-dire, des fois, on n'arrive pas à 50% de végétal local. Aujourd'hui, en France, sur les projets de plantation de haies, on est plutôt à 40-50%. Dans le cas de la transition, c'est déjà bien. Il faut aussi se dire que la croissance est engagée, mais même si on ne peut pas faire 100%, et ça n'a pas forcément de sens non plus dans tous les projets, le 100%, les espèces horticoles, ornementales ont aussi beaucoup d'intérêt, notamment pour des projets urbains. Il faut voir la complémentarité des espèces entre elles. Les espèces alimentaires, il est évident aujourd'hui que les paysages alimentaires, c'est important. Eh bien, le végétal local et sauvage ne correspond pas aux essences de vergers alimentaires. Donc, compléter les usages entre eux, ne pas être sur le dire 100% végétal local à tout prix, mais plutôt d'avoir du bon sens là-dessus. Donc ça, c'est aussi le sourcing, c'est la phase de projet. J'ai pas terminé, attends, pardon. Sensibiliser les acteurs, c'est ce que vous faites aujourd'hui. Et puis la question d'anticipation que je vais aborder aussi dans les prochaines diapos. Alors, pardon Maxence, merci. La prochaine diapo. Un point clé,
Quand vous dialoguerez avec, si vous êtes dans une collectivité publique, quand vous irez voir les services des marchés, vous direz: «On a découvert Végétal Local, c'est un super projet, c'est une marque collective». Et là, parfois, certains acteurs des marchés publics disent: «Marque», ça en France, on a une culture où marque, ça fait penser à une marque privée. En fait, il s'agit d'une marque collective, d'un organisme public et le concept fait peur parfois à certains et pourtant, on a le droit de citer Végétal Local dans un marché public. On a fait un guide en 2017 qui démontre cela. Il est en train d'être mis à jour et déjà, il y a des preuves par l'exemple. On pourra vous échanger, vous pouvez revenir en contact avec nous. On en trouve sur internet avec de nombreuses collectivités, communautés de communes qui ont cité Végétal Local. Après, il y a des manières de le citer, on va le voir un petit peu plus loin. Prochaine diapo. On a le droit de citer Végétal Local en tant que label. En fait, c'est une marque collective, mais un label en France, c'est une marque collective parce qu'on a déposé ce logo avec un règlement technique d'usage à l'INPI. C'est ce qui permet juridiquement de déposer finalement l'équivalent d'un label au sens des marchés publics. Le label n'a pas de dépôt juridique en France, à part certains écolabels européens, mais on rentre dans des complexités. Cet article du Code de marché public, qui est l'article qui est cité là, le R 111-17, va expliquer ce qu'est un label au sens des marchés publics. Un label doit être établi au terme d'une procédure ouverte et transparente. Tout est publié dans les actes de l'Office français de la biodiversité. Donc, Végétal Local est bien une procédure ouverte et transparente. Il n'y a pas de critères non discriminatoires. Il doit être reposé sur des critères objectifs et non discriminatoires. Ces conditions d'objectifs sont fixées par un tiers, ici l'Office français de la biodiversité, sur lequel l'opérateur économique, le pépiniériste, ne peut pas exercer d'influence décisive. C'est pas comme si c'était un label créé par une fédération d'entreprises, par exemple, dans lesquelles les élus peuvent agir. Le label doit présenter un lien avec le marché. Ça, c'est très important. Si vous pouvez citer Végétal Local, c'est parce qu'il s'agit de projets de restauration de la biodiversité. Donc voilà. Ensuite, il y a aussi permettre à l'opérateur qui n'a pas pu obtenir le label de pouvoir répondre en démontrant l'équivalence. En effet, vous avez aujourd'hui des pépiniéristes dont on a parlé qui ne sont pas encore Végétal Local, mais qui peuvent finalement, en vous fournissant une liasse technique qui démontrerait leur pratique, vous prouver qu'ils sont Végétal Local. Ça sera plus facile quand ils seront Végétal Local, ils auront juste un certificat de traçabilité à le faire. Mais ceux qui sont en cours, c'est-à-dire qui prouvent l'équivalence, doivent être acceptés dans la réponse au marché public. Donc la marque est bien un label au sens des marchés. Il y a une phrase alternative que vous retrouverez dans le diaporama qui permet de citer les caractéristiques de la marque Végétal Local, donc qui permet aussi de le décrire, c'est-à-dire ce sont des végétaux sauvages, non sélectionnés, issus de collectes durables de matériel de base dans le milieu naturel de la même région écologique et dont l'origine est garantie par un système contrôlé par un tiers différent du fournisseur de végétaux. C'est plus facile de dire label végétal local, mais si jamais vous avez des difficultés, vous pouvez mettre cette phrase. Voilà pour cet aspect un peu technique, mais qui vous prouve aussi que vous pouvez finalement, dans l'article qui définit description des végétaux dans un CCTP, vous pouvez tout à fait citer la marque végétale locale, bien sûr avec la région d'origine. C'est très important, parce que parfois on va trouver végétal local, mais dans ce cas-là, on pourrait venir avec du végétal local méditerranéen ou sud-ouest, alors que vous, ce qui vous intéresse, c'est végétal local, bassin Rhône-Saône-Jura. Voilà. Alors ensuite, est-ce que végétal local est discriminatoire? Ça aussi, on le retrouve dans la question des marchés publics. C'est un fondamental du Code des marchés publics, puisque il ne doit pas y avoir de discrimination par rapport à la réglementation européenne des marchés publics. Eh bien, végétal local respecte le principe de non-discrimination. Pourquoi? Puisque, en fait, des entreprises étrangères, notamment belges ou suisses, ou hollandaises peuvent tout à fait candidater et être bénéficiaires de la marque. Ce qui est important, c'est que les graines soient bien récoltées dans la région d'origine et qu'elles soient cultivées aussi. Alors, pour les ligneux, il a la possibilité, avant qu'ils fleurissent, dans le jeune âge, de produire les plants dans une autre région d'origine. En fait, ce qui est important, c'est la traçabilité de la génétique de la graine. On n'est pas sur un label uniquement de circuit court et l'entreprise, comme je vous ai dit, peut être une entreprise étrangère et donc si elle a un site de collecte, qu'elle s'est organisée avec des sites de production, les sites de production ne peuvent pas être par contre en dehors du territoire national. Voilà, ça aussi c'est pour rassurer éventuellement sur le fait que ça puisse bien être cité dans les marchés publics.
J'accélère un petit peu puisque je passe un peu beaucoup de temps. Alors, de l'analyse de l'offre à la commande, ça c'est une étape importante qui est rappelée dans les guides qu'on a fait. Dans un marché, vous allez d'abord définir des besoins, vous allez analyser l'offre. Ensuite, vous allez pouvoir voir si il y a des végétaux qui sont labellisés, qui sont disponibles dans la région d'origine. Ça sera après avoir échangé avec les producteurs. Et au cas où il n'y ait pas de végétaux disponibles pour l'échelle de votre projet ou pour les essences, eh bien, vous pouvez mettre en place des contrats de culture sur lesquels je vais revenir. On a aussi la notation d'allotissement sur laquelle je vais revenir ici, dans la diapo suivante. Alors, l'allotissement, en fait, c'est la manière dont on va construire son marché. L'allotissement, c'est est-ce qu'on va faire un lot travaux? Est-ce qu'on va faire un lot uniquement fourniture? Et en gros, il y a 3 formes de marché en général pour la fourniture des végétaux. Il y a tout d'abord la fourniture de plantes qui sont utilisées directement par la maîtrise d'ouvrage, donc qui sont plantées ensuite par les agents de la collectivité, par exemple. Ensuite, il y a un autre marché qui est destiné à être planté par les entreprises du paysage dans le cadre d'un marché à loti, comprenant un lot fourniture et un lot plantation. Et ensuite, la majorité des cas, les marchés sont des marchés qui sont des marchés de travaux non allotis. En fait, l'entreprise du paysage se charge de l'achat des végétaux auprès des pépinières qu'elle a retenues dans le cadre du marché et elle plante les végétaux. Donc, la spécificité qu'il faut bien retenir, c'est que quand vous aurez sélectionné une entreprise du paysage, il faut vous assurer, quand vous la sélectionnez, qu'elle ait bien compris votre besoin en végétal local et qu'elle ait fait le sourcing également. Parce que vous aurez beau avoir fait le sourcing, si cette entreprise du paysage a des habitudes d'achat et n'a pas vraiment évalué le prix réel du végétal local, eh bien, et qu'elle commande les végétaux un peu tardivement, vous risquez de ne pas faire aboutir votre projet malgré le sourcing initial. La notion de chaîne de valeur partagée, c'est un petit peu empiété sur la mise en forme, désolé. La chaîne de valeur, aujourd'hui, on parle plus de filière, on parle de chaîne de valeur. Et aujourd'hui, la question de la place de la biodiversité, de l'importance de l'exigence biodiversité dans la chaîne de valeur est importante et cruciale, en fait. Et c'est là où il faut bien sensibiliser les acteurs bien en amont. Et donc notamment les acteurs de travaux, puisque ce sont eux aussi qui ont peut-être eu aussi des formations plus horticoles il y a quelques années et qui du coup, via la gestion différenciée, évoluent dans leur pratique aussi en faveur de la biodiversité et sont de plus en plus ouvertes à connaître aussi cette filière végétale locale qui propose une autre palette que la palette horticole conventionnelle qu'on avait il y a une dizaine d'années uniquement. Alors ensuite, vous avez aussi des astuces que je vous ai mis là sur comment sélectionner aussi la valeur d'une réponse végétale locale en mettant des critères qualitatifs. Là, c'est dans le cadre d'un lot de fourniture végétale. L'idée, elle est que pour éviter le moins-disant, on recommande maintenant dans les codes des marchés publics de mettre une note qualitative qui soit supérieure à 50%. Ça, c'est pour les questions aussi de si vous mettez une note uniquement sur le coût, eh bien, vous risquez d'avoir bien sûr des végétaux les moins chers qui sont parfois des végétaux importés liés à de la grande distribution, du marché de la grande distribution des végétaux et donc du coup qui risqueraient de ne pas permettre de retenir l'offre qui est liée à votre besoin en végétal local. Et puis il y a des astuces aussi de réponse, vous trouverez tout ça aussi dans nos guides, notamment les guides à venir, qui est le fait que le fournisseur s'engage en fait dans sa réponse technique à fournir des efforts, à mettre en œuvre des efforts pour s'approvisionner en graines récoltées dans la région d'origine et définies suivant le référentiel végétal local. L'idée là-dessus, c'est de dire finalement, des fois, on exige à un pépiniériste du végétal local et on a vu des cas où ce pépiniériste disait j'ai pas pu parce que finalement, j'ai pas trouvé de graines. Mais est-ce que ce pépiniériste s'était vraiment mis en lien avec les collecteurs? Voilà, c'est vraiment une filière qui est en construction, donc s'engager dans cette filière, c'est pas des végétaux qui sont présents sur catalogue. On n'est pas sur Amazon, on est dans la région d'origine Rhône-Saône-Jura en train de construire une filière. C'est quelque chose de très différent. Ensuite, l'anticipation, ça c'est la clé. C'est ce qu'on est en train de mettre en place. Alors sur les tout petits contrats, ça peut pas vraiment facilement se mettre en place. C'est plutôt des contrats de réservation informels. Par contre, sur les contrats, sur des projets un peu conséquents comme des mesures compensatoires de gros chantiers, on a maintenant des exemples intéressants de contrats de culture. Les contrats de culture, c'est une manière d'anticiper. C'est un contrat
entre un producteur, pépiniériste ou semencier et une maîtrise d'ouvrage avec de l'anticipation sur des quantités, sur des dates de livraison. Et finalement, bah, le pépiniériste devient un prestataire qui fait du naissage et de l'élevage de plantes pour un projet. Donc là, c'est l'illustration sur les jeunes plants ligneux de l'anticipation qu'il faut avoir de 1 à 2 ans entre le moment où on collecte la graine et le moment où sort le projet. Par contre, si c'est bien anticipé, on a vu des projets où on est capable rapidement, en augmentant la collecte, en organisant une collecte durable sur le territoire, d'augmenter assez rapidement les quantités. On l'a vu sur des projets comme la LGV Tour Bordeaux, où des millions des centaines de milliers de plants ont été produits dans ce cadre-là. Les exemples qu'on met en valeur dans les prochaines diapos, alors là, c'est un exemple plutôt sur le côté de nature en ville, pas en cœur de ville, hein, mais plutôt sur les bords de Garonne à Bordeaux. Bordeaux a mis en place pendant 3 ans un contrat qui s'appelle un achat public innovant. Alors ça, c'est aussi dans les marchés publics aussi, on peut innover. C'est un décret assez récent qui a été renouvelé et qui permet finalement de faire de la recherche-action entre une collectivité et un acteur privé. C'est assez original. Ça a duré pendant 3 ans et ça permettait en fait à la collectivité de tester des godets, des mélanges, des espèces, de voir ce qui fonctionnait, de faire des retours à l'entreprise de semences et aussi de déclencher différents types de prestations à cette entreprise des semences qui venait aussi faire de la formation auprès des agents de la collectivité. C'est un exemple intéressant. Et ce qui est dit justement, c'est le témoignage de Sylvain Hugon, qui travaillait aux achats publics à Bordeaux Métropole. Il dit qu'il a fait un sourcing très en amont sur le caractère innovant en fait de végétal local et le fait que ces semences n'étaient pas disponibles sur catalogue, sur étagère. C'est des échanges qu'on a eus en 2017-2018 qui ont permis à Bordeaux Métropole de justifier en fait ce type de marché. Prochain exemple, beaucoup plus ambitieux, mais qui est lié, qui va durer sur plusieurs années. C'est un site pilote en fait en amont de la Seine qui s'appelle le Seine Grand Lac, qui est un projet important situé en Seine-et-Marne. Et ce projet en fait proposé par le TPB, l'établissement public Seine Grand Lac, va construire en fait des dispositifs de bassins de débordement de la Seine dans les grandes crues. Donc c'est quelque chose de conséquent avec des gros moyens et sur des surfaces de plusieurs dizaines d'hectares. Et bien là, il y a eu 3 contrats de culture importants qui ont été mis en place sur des hélophytes, sur des ligneux, sur des herbacées, mais bien anticipés et avec la collecte de graines qui était intégrée au contrat. Ça, c'est une originalité. Si vous nous contactez, on peut vous partager, si ça correspond à vos projets, ce type d'exemple. Je travaille du coup au niveau national sur des conseils quand les acteurs ont besoin sur ce type de choses. Ensuite, prochaine diapo, après avoir fait tout ce chemin-là, il y a la question du contrôle et de la traçabilité. Aujourd'hui, le collecteur et les producteurs sont contrôlés, s'ils sont végétal local, par des systèmes d'audit, où on va vérifier leurs pratiques, on va vérifier les codes. L'utilisateur final que vous êtes doit aussi vérifier sur les factures que végétal local soit bien cité, que la bonne région d'origine soit citée. Pour que la marque finalement fonctionne, il faut vraiment une montée en compétence de l'ensemble des acteurs. Et c'était aussi une des conclusions d'une étude que vous aviez fait en Bourgogne-Franche-Comté, qui montait l'importance finalement, et c'est pour ça qu'on fait ce type de webinaire, pour que l'ensemble de la chaîne de valeur monte aussi en exigence, pour que ce soit pas oui, c'est presque du végétal local. Non, non, la facture, il y a bien des exigences aussi sur la manière de citer végétal local, mais pour les espèces, puisque ce sont les espèces qui sont marquées. Donc voilà, des spécificités que je ne peux pas déployer totalement, mais si besoin de formation, FNE pourra organiser certainement des formations plus longues. On fait parfois des formations qui durent jusqu'à 2 jours sur la prescription, donc là en un quart d'heure, j'ai essayé d'être synthétique. Merci pour l'invitation. Je peux répondre à vos questions. Merci Damien. Du coup, il y a 2 questions, notamment là, qui ont été posées. Alors la première qui concerne plutôt le tout début de ta présentation, par rapport notamment au choix des espèces. Du coup, par exemple, pour les secteurs d'altitude avec des pratiques culturales, l'idée c'est de dire que des pratiques culturelles sont essentielles pour avoir des végétaux qui sont précocement aoutés, et un stade végétatif qui soit compatible avec le lieu de plantation. Donc c'était, voilà, la personne demandait si c'était possible d'aborder un petit peu cette question, ce sujet, et si tu avais des compléments à apporter ou...
Oui, bien sûr, la spécificité des marchés en haute altitude, c'est pareil dans les Pyrénées. C'est important que les pépinières locales situées en haute altitude valorisent cette question-là. Et on est vraiment sur des marchés de niche, mais très importants, où pour la question de l'ahoutement, bien sûr, c'est un complément. Là, on est sur du végétal local plus, avec la question de l'altitude. Après, la France ne se compose pas que de montagnes au-dessus de 700 mètres d'altitude, mais c'est bien entendu, on voit très bien notre collègue qui travaille sur sa pépinière d'altitude là-dessus, qui du coup a une spécificité sur l'ahoutement. Après, il y a une part de génétique, il y a une part d'élevage, mais la part de génétique est quand même très importante pour la suite en fait de la vie des végétaux. C'est la question de l'épigénétique, comment les végétaux finalement se sont transmis des caractères génétiques. Donc il y a cette question de conditions d'élevage, bien entendu, mais il y a aussi, la question de la diversité génétique, de l'adaptation, génétique et donc de l'origine de la semence qui est, cruciale, dans ces questions-là et végétal local, cette notion de diversité génétique est importante puisqu'on laisse ce n'est pas, classiquement, on a beaucoup de pratiques de clonage, hein, en pépinière, classique, ce qui du coup ne donne pas de capacité de résilience en fait et notamment face au changement. Il y aura des années plus froides, il y aura des années plus chaudes, plus humides et la diversité génétique, cette notion de la biodiversité est importante, pour cette résistance ensuite, au changement. Mais, cette question des conditions d'élevage, notamment pour l'altitude, est très importante à rappeler même si elle est complémentaire à la notion de végétal local. Merci. Et du coup, une autre question qui concerne cette fois-ci plutôt la question des lots en fait, lors des marchés. Si dans le marché, fourniture et plantation sont scindés en 2 lots, en fait, la question c'était de qui assume la garantie de reprise des végétaux derrière? Alors, ça peut être spécifié, hein, les maîtrises d'ouvrage, peuvent le spécifier dans les marchés, c'est des choses qui se font. À partir du moment où, lors de la livraison, il y a un constat en fait de livraison qui est fait avec en présence de l'entreprise du paysage, c'est un rendez-vous qui est pris. D'ailleurs sur les marchés, il y a possibilité aussi de visite de pépinière avec l'entreprise du paysage. Mais, lors du constat de livraison en fait, ben, du coup, l'entreprise du paysage est présente, le pépiniériste peut être présent également et la maîtrise d'ouvrage, qui est la maîtrise d'ouvrage du chantier et donc à partir du moment où il y a une validation et que c'est bien décrit dans le marché, en quoi, l'entreprise du paysage, accepte, ça revient à nouveau, sur la garantie de reprise. La garantie de reprise doit être celle, du planteur. Mais tout ça peut complètement se définir dans le cadre des marchés. On a quand même beaucoup de possibilités et de libertés, même si les usages classiques, je le rappelle bien, sont plutôt en effet les entreprises du paysage qui achètent elles-mêmes leurs plans, ce qui leur permet classiquement de pouvoir évaluer. Après les retours qu'on a, hein, notamment d'entreprises du paysage importantes, je pensais à une autoroute là, un contournement d'autoroute près d'Orléans, une entreprise du paysage qui du coup citait vraiment l'avantage du végétal local, elle, c'est qu'elle avait des taux de reprise qui étaient meilleurs, ça lui permettait en fait de faire des ratios par rapport notamment à ce ratio qui est mis en place par les entreprises du paysage sur les questions de taux de reprise. Eh bien avec le végétal local, lui, il savait qu'il avait aussi des meilleurs taux de reprise et du coup ça lui permettait finalement de mieux d'intégrer cette notion-là dans l'évaluation de son coût lors de la réponse aux appels d'offres. Mais en OK, tout cas, super. les acteurs intéressés par la question, on est tout à fait ouvert aussi pour dialoguer avec ces questions qui sont notamment des questions certainement des entreprises du paysage. OK, merci. Alors il y a pas d'autres questions là sur cette partie-là. Après, il y en avait peut-être 2 précédemment qui concernaient en fait, la question de changement climatique. Donc pour ça, ce que je vous propose, c'est que je mettrai un lien vers dans réponse aux questions, un lien vers un webinaire qui avait été fait précédemment et qui est disponible sur le site Végétal Local et qui aborde toutes ces questions d'adaptation au changement climatique. Et du coup, je pense que Maxence, on peut passer, à la suite. Super, merci. Effectivement, il y a un webinaire sur ce sujet très intéressant. Je vais laisser la parole à Florence Damevin de la communauté de communes Saône-Beaujolais qui va nous présenter un retour d'expérience sur leur utilisation de végétal local dans un marché public. Voilà, Bonjour Florence, merci d'être là. Bonjour. Oui, donc je vais faire un retour rapide de l'utilisation qu'on a pu faire du végétal local dans le cadre de nos plantations de haies
ont été faites. Voilà, c'est le projet qu'on a mené entre 2017 et 2022, qui était de replanter 42 km de haies et 40 de mares. Donc là, c'est plutôt sur le volet haies. Juste très rapidement pour situer notre territoire, on est au nord du département du Rhône, limitrophe de l'Ain et de la Saône-et-Loire. Et en fait, on a la spécificité d'être, notamment par rapport à ce qui a été présenté précédemment, sur 2 régions biogéographiques. Donc une partie qui est le Val-de-Saône, donc qui est plutôt sur la zone Rhône-Saône-Jura, et une autre partie au nord qui est plutôt le Massif central. Sachant que nous, en termes de paysage, on a plus le Val-de-Saône avec plutôt de la grande culture, une grosse partie viticole avec la majorité des crus du Beaujolais et une partie plutôt forestière. Donc nous, les plantations de haies se sont vraiment concentrées plutôt sur la partie Val-de-Saône et vignoble. Voilà, donc ça c'est juste pour présenter un peu le projet Marathon de la biodiversité, donc notamment sur le volet haies. Donc en fait, il y a eu une cartographie qui a été réalisée avec nos associations partenaires sur ce projet que j'ai pas cité, mais qui était France Nature Environnement Rhône, la Fédération des chasseurs du Rhône et de la métropole de Lyon, Arthropologia et la LPO. Donc en fait, on a fait tout un plan d'action, etc. pour planter des haies. Et ce qu'on a appelé la mise en œuvre de l'action pilote, donc la plantation de haies et la création des mares, ça s'est mis en place entre 2018 et 2022. Donc ça, c'était sans vous rentrer du tout dans le détail, mais pour dire que c'est quand même un projet assez colossal en termes de budget à l'échelle de notre collectivité. On est sur plus de 1,2 million d'euros de projet avec, bon, il n'y a pas que des travaux hein, dans ce projet-là, mais voilà, sur les haies, on est à peu près à 500 000 euros et c'était aussi pour un peu mettre en relation le coût enfin, il peut y avoir un léger surcoût lié à l'utilisation du végétal local, mais qui est, enfin, nous, dans notre budget, qui est très à la marge au regard de ce qu'on a pu payer en termes de paillage, en termes de prestations de plantation. Voilà, les plants, ça reste quand même assez, enfin, ça restait minoritaire dans notre coût global pour planter les haies. Donc pourquoi on a décidé d'avoir recours au végétal local, sachant que je le dirai après, mais on n'est pas sur du 100% végétal local, qu'on a aussi un peu tâtonné hein, en 2017-2018, mais on ne connaissait pas forcément en tant que collectivité cette marque. C'est notamment nos associations partenaires avec qui on travaillait sur les plantations de haies qui nous ont parlé de cette marque, donc notamment Arthropologia et la Fédération des chasseurs du Rhône. Donc pour les différents intérêts écologiques qui ont pu être cités précédemment. Il y avait aussi le fait qu'on participait à l'époque, c'était la Fondation Yves Rocher, enfin voilà, c'est devenu le Fonds pour l'arbre maintenant qui réunit plusieurs mécènes. Et effectivement, il y avait un bonus et aussi il poussait au fait de planter avec des plants labellisés végétal local. Et puis ça, même si voilà, ça a été expliqué auparavant, on ne peut pas privilégier des pépinières locales, mais de cause à effet, ceux qui fournissent pour l'instant des plants labellisés, c'était des pépinières plutôt à proximité de notre territoire. Voilà, donc ça rejoint des éléments qui ont été présentés précédemment, mais effectivement, on avait fait un peu ce travail d'identification des pépinières qui faisaient du végétal local. Donc, effectivement, il y avait le tableau présent sur le site végétal local avec en fonction des différentes zones biogéographiques. Donc, nous, avec la particularité d'être sur les 2 zones. Après, on a fait une consultation un peu pour avoir plus de souplesse, mais suivant les montants, c'est pas forcément pratique de faire ça et pas forcément surtout possible. Mais effectivement, nous, on a consulté pour chaque... voilà, on a consulté d'un côté nos planteurs, de l'autre côté pour le paillage, de l'autre côté pour les plants, etc. Donc, on a fait une consultation sur devis spécifiquement pour les plants. Et les critères de sélection, voilà, bon, il y avait une question de coût. Donc, en général, nous, on est plutôt sur 40-60, donc 40% sur le coût et 60% sur le reste. Le pourcentage de plants labellisés et puis aussi la disponibilité. Alors, à l'époque, en 2018, quand on avait consulté, on en avait identifié uniquement 3. Et voilà, on avait pu aussi répartir entre les différents pépiniéristes. Voilà, donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on avait 34 espèces différentes identifiées, sachant que c'était le maximum possible et qu'après, c'était adapté
nos associations partenaires allaient sur le terrain et adaptaient suivant la typologie de sol et notamment aussi si on était avec des viticulteurs, des grandes cultures, etc. Voilà, c'était vraiment au cas par cas. Et donc là, ça a été redit avant et c'était... voilà, je vous conseille de vous fier à ce qui a été dit avant, mais on avait mis, effectivement, on avait cité le label végétal local ou équivalent. Voilà, sur le fait que ça soit produit en pépinière, je pense que là, on avait un peu un manque de connaissances à l'époque et je pense que c'est pas conseillé voilà, de prendre des plants qui sont produits en pépinière et qui du coup sont plutôt du clonage, mais effectivement, on avait cité le végétal local ou équivalent. Par contre, bien mettre la région d'origine. Là, n'est pas forcément mentionné. Donc là, c'est juste pour le petit retour d'expérience qu'on a eu, les difficultés qu'on a pu rencontrer donc, entre les plants labellisés végétal local et les plants locaux non labellisés. Donc, des fois, le pépiniériste pouvait nous dire que c'était des plants, que les graines avaient été ramassées à tel ou tel endroit, etc., mais qu'il n'y avait pas encore le label. Donc, là, ça nécessite d'aller vérifier, etc. Donc, c'est un peu plus complexe pour nous qu'une fois qu'il y a le label. Aussi, les différentes régions biogéographiques, souvent, en fait, on nous mettait du végétal local, mais qui n'était pas forcément la bonne région. Et puis, pareil, le fait qu'on soit entre deux zones, est-ce que à quelques kilomètres près, etc., est-ce qu'on peut prendre du massif central voilà, ça, c'était des choses qu'on avait un peu du mal aussi à identifier. Et puis, la lecture des devis, où je ne sais pas si ça, c'est vraiment normé, mais effectivement, nous, des fois, il n'y avait pas forcément de légende. Et on pouvait avoir différents, voilà, des fois c'était écrit VL avec 2, 10, etc., qui doivent correspondre aux différentes régions. Des fois c'était Z, je pense, pour zone. Ouais, et puis des fois d'autres origines, mais qui ne sont pas liées au label. Donc ça, c'était des petits exemples qu'on a eu sur les devis. Voilà. Et puis après, ça rejoint aussi ce qui a été dit auparavant, mais les points de vigilance, forcément, c'est d'anticiper les commandes. Donc nous, on a eu de la chance de réussir à toujours avoir des plants, mais parfois certains n'ont pas pu planter. Mais c'est vrai que l'année dernière, on a eu des plants qui étaient très petits, donc ils nous ont quand même fourni, mais c'est parce qu'on a toujours été assez limite sur nos délais. Donc c'était de l'informel, effectivement, comme ça avait pu être dit auparavant. On connaissait notre pépiniériste, on pouvait lui dire, bon, on va avoir besoin de 5 000, 10 000 arbres, etc. Et on n'avait pas encore les quantités précises par essence, mais voilà, on essaie d'anticiper au maximum. Et puis, des fois, on a dû réduire aussi ce qu'on souhaitait. Et voilà, en bilan, donc 42 000 à peu près, dans les grosses lignes, 42 000 arbres commandés. Et à peu près, on a atteint à peu près 70% de végétal local. Et voilà, maintenant, on étudie aussi d'autres choses, d'aller sur de la haie spontanée, etc. Et puis peut-être que des contrats de culture ou des choses comme ça pourront être à étudier dans le cadre de futurs projets, notamment de végétalisation de villes. Etc. Bon, ça, je pense qu'on peut passer, c'était notre bilan. Et oui, puis le taux ça peut être aussi intéressant sur le taux de reprise qui a été au-dessus de 90%. Sachant qu'on n'a pas forcément fait des tests entre du végétal local ou pas végétal local dans le taux de reprise. Donc, on ne peut pas affirmer qu'il y a un bon taux lié au végétal local, mais il est quand même bon. Et là, il est surtout lié à l'entretien qui est fait par les propriétaires de leur haie. Oui, puis ça, c'est peut-être aussi un peu à la marge, mais voilà, juste pour conclure sur un marathon de la biodiversité. Maintenant, c'est un appel à projet de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Donc voilà, là, l'appel à projet doit être clôturé, mais il revient assez régulièrement si d'autres collectivités veulent se lancer dans les marathons. Mais en tout cas, il y a 10 autres marathons qui sont engagés en Rhône-Méditerranée-Corse. Voilà, ce qui fait aussi qu'il y a beaucoup de collectivités, etc., qui plantent des haies et qui recherchent ce type de plants labellisés. Merci beaucoup pour ce retour. Et félicitations pour votre projet et votre taux de végétal local. Je note quand même que c'est sur ces projets qui durent pluriannuels, qui durent 4 ans, c'est plus facile de mettre en place des procédures pour pouvoir faire des partenariats avec les pépinières et comment dire, et
et savoir avec qui on travaille et comment atteindre un meilleur taux de végétal local, ça passe par là que par des projets au coup par coup. Voilà. Est-ce qu'on a des questions par rapport à cette présentation ou alors est-ce qu'on les prend peut-être après? Ouais, il n'y a pas encore de questions, donc je propose D'accord. de laisser le temps comme ça, s'il y a des questions qui viennent et qu'on les prenne à la fin des 2 témoignages. Très bien. Ben, merci encore, Florent. Je passe maintenant la parole à Camille Ginestet pour Veolia. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, alors du coup, pour resituer le contexte du projet dans lequel il s'inscrit, donc la première diapositive. Là, on est sur une installation de stockage de déchets non dangereux qui est située en Saône-et-Loire, donc sur la commune de Granges. Il faut savoir que dans ce contexte-là, on comble les casiers au fur et à mesure et à chaque fois qu'on recouvre un casier, on va les végétaliser progressivement. L'année 2022 a été un peu particulière parce qu'on a profité de cette année pour faire des gros travaux sur une zone qui avait été préalablement comblée mais non végétalisée. Et donc, c'est la zone que vous voyez sur la photo à gauche qui correspondait à environ 4 hectares à renaturer. Ces travaux avaient été finis en 2021 et en novembre. Donc, il nous avait été demandé de végétaliser cette zone-là, sauf qu'en novembre, ce n'est pas forcément la période la plus favorable. Donc, je vais vous présenter le projet qu'on a déployé avec l'aide de Jura Nature Environnement. Et puis, en 2022, donc, on a aussi fait, comme on parlait tout à l'heure de mixer les techniques, on a aussi fait de la végétalisation avec de l'achat de graines en direct qui était partiellement labellisé végétal local chez de la zone Rhône-Saône-Jura, chez un semencier, donc avec essentiellement les dicotylédones qui étaient, enfin non d'ailleurs que les dicotylédones qui étaient labellisés végétal local. Et donc c'était des mélanges qui étaient adaptés à la fois en densité de semis et en quantité à ce qu'on avait déjà sur place. Donc, on va parler plutôt de la situation qui se trouve sur la photo de gauche. Oui, vous pouvez tourner. Du coup, l'objectif était de végétaliser avec des végétaux adaptés. Dans notre article de l'arrêté préfectoral, on parlait tout à l'heure aussi de ne pas citer directement végétal local. Bon, il faut savoir que les administrations maintenant utilisent le terme de flore autochtone et non envahissante. Ça peut aussi permettre de citer le label sans le citer. Et puis, nous, on a un objectif aussi de maintenir l'intégrité de notre couche d'étanchéité, bien évidemment, pour la suite. De notre côté, en tout cas en tant que Veolia, on recherche des prairies qui offrent un réel service écosystémique pour les insectes essentiellement, puisque c'est quand même la base de la chaîne alimentaire. Et donc, on voulait que ça soit des végétaux adaptés. Donc, on voulait vraiment se focaliser sur végétal local. Mais le contexte local de la Saône-et-Loire, on en a parlé aussi, c'est qu'il y a peu d'offres en semences locales. Globalement, le prix est un peu plus élevé au niveau des semences. Et aujourd'hui, on était aussi avec des terres qui sont fortement dégradées puisqu'on a utilisé des marnes issues de l'excavation pour remettre dessus. On a rajouté un peu de compost, mais c'est vraiment une terre c'est un sol qu'on peut considérer comme pauvre et très peu vivant. Donc, vous allez voir quelques photos plus tard. Mais on est parti sur un projet avec Jura Nature Environnement. Donc, c'est Victor qui nous a accompagnés. On lui a présenté un agriculteur avec qui on travaillait sur le site. Et il est allé voir des prairies que cet agriculteur avait, qui étaient des prairies qu'il laissait complètement en libre évolution depuis quelques années. Il est allé inspecter un peu tout ça et voir si ça correspondait aux notions de non-semé depuis les années 90, hein, ce dont vous avez parlé au début, et puis aussi le cortège floristique qui s'y trouvait. Il précisera aussi, mais je crois qu'il avait échangé avec le Conservatoire botanique pour valider la qualité des graines et surtout la banque de graines initiale. Donc, globalement, on a trouvé des prairies sources qui sont situées entre 4 au plus près, 4 km et 7,5 km. Donc, on n'est vraiment pas loin. Donc, si on voit la diapo d'après, voilà l'état de notre couverture finale en novembre-décembre à gauche.
Début juin, on voit que du coup, l'hiver étant passé là-dessus, ça avait fait quand même de l'érosion, toutes les fines qui étaient parties. Donc, on a amendé avec un petit peu de compost aussi par-dessus. On voit que c'est vraiment de la marne. Et puis, du coup, le transfert a eu lieu en juin. L'idée, c'était d'aller dans les prairies sources. Comme l'a présenté tout à l'heure Victor, il est allé faire la collecte avec le tracteur de notre agriculteur, transférer le foin sur place, déposer sur place et puis épandu directement après dans la journée qui suit pour éviter que ça parte en compostage. On voit déjà voilà, qu'il y avait de la chaleur, c'est éviter le compostage, donc c'est fait dans la foulée. 47 tonnes de foin ont été récoltées. Donc là, vous voyez différentes opérations. C'était le griffage avant épandage, les différents transferts. Ensuite, on peut tourner, je pense, pour voir directement voilà, le résultat. Là, on est en plein mois de juillet, 5 semaines après l'opération d'épandage. Donc, on voit des petites pousses qui ont réussi à traverser le mulch parce que l'idée, c'est que le foin, il est récolté, il est broyé et directement épandu. Donc, on épand la graine et le matériel végétal autour qui sert de mulch, qui sert de protection. Et on va voir que c'est ça qui aussi fait partie de la clé, est un facteur clé de succès de cette opération. On va le voir sur les photos d'après. Donc, il y a 3-4 diapos là qu'on va passer peut-être assez vite qui sont aussi en juillet, juste pour voir ce que ça donnait en juillet visuellement. Donc, c'est quelque chose d'assez épars, quelques petites reprises un peu partout, quelques pousses. Donc, on peut avancer un peu vite. On voit que c'est assez hétérogène, mais on commence à voir quelque chose d'un petit peu vert quand même. Donc, on voit que les graines, les petites pousses ont réussi à percer le mulch. Et puis, on va passer après au mois de septembre. Donc, on est à 16 semaines après. Et là, on a quand même des stades assez intéressants qui commencent à se développer. On va voir que, comme dès le début, c'est plutôt hétérogène aussi le développement, mais il y a quand même des espèces qui ont réussi à sortir et à être au stade plantule un peu plus important. Et puis, en octobre, donc, on voit un taux de recouvrement qui semble très intéressant, qui commence déjà à être intéressant. Donc là, l'été est passé, l'été qui a été caniculaire, qui n'a pas permis d'avoir beaucoup d'eau. On a eu un peu d'eau en Saône-et-Loire en septembre, voilà. Mais derrière, on n'en a pas eu beaucoup cet été, on n'en a pas eu beaucoup cet hiver. Donc, en octobre, c'était déjà sympa. Si on avance un petit peu, on va voir d'autres photos récentes. Maxence, voilà. Donc là, c'est des photos de janvier et on voit que voilà, l'hiver passé, on a quand même un taux de recouvrement. J'ai mis 2 photos à droite qui montrent que c'est un taux de recouvrement qui est hétérogène, mais néanmoins, c'est quand même intéressant et on voit que le mulch a bien fait son travail de protection puis de conserver l'humidité, le peu d'humidité qu'on avait. Si on vient sur les conclusions en termes d'indicateurs de suivi, donc ça, c'est Victor qui a commencé l'année dernière et puis qui va continuer en 2023. La richesse spécifique, donc on n'avait pas forcément fait les mesures de richesse spécifique parce qu'on était vraiment tout au stade plantule, donc c'était un petit peu compliqué. Mais on fera ce résultat l'année prochaine, enfin cette année. Le taux de recouvrement lors des relevés de septembre dernier, Victor est à 38% de recouvrement. Je pense que les relevés de 2023 vont être bien meilleurs. On voit qu'on a des zones où on a des recouvrements où c'est même largement supérieur à 50%. On voit quand même une conclusion, c'est qu'avec l'épaisseur de mulch, on a un taux de recouvrement qui est meilleur plus l'épaisseur de mulch est élevée. Dès qu'on est supérieur à 4 cm, on est sur un taux de recouvrement sur les placettes qu'il a identifiées qui est supérieur à 50%. Sur les espèces cibles, on ne les a pas forcément listées. En revanche, en 2023, on va pouvoir le faire, puisque là, on aura possibilité de bien voir ce qui se passe. Le taux de germination, je n'ai pas eu ton retour, Victor. Je n'ai pas pensé à faire le point là-dessus, mais je pense que tu m'en parleras plus tard. Si on va sur des indicateurs financiers maintenant, parce que je pense que ça peut vous intéresser aussi. Le coût de l'opération. Globalement, on est sur un coût de moins de 15 000 € pour… Alors là, j'ai mis à peu près 40 000 m². On est plutôt peut-être sur 50 000, on a fait à peu près. Hein. Donc, on est entre 30 et 36 € du mètre carré l'opération. Sachant que les SMIC qu'on a achetés à l'automne, on était sur
avec de l'hydroseeding et des graines qui sont plus ou moins denses, et certaines zones qui ont été, notamment les talus, semées absolument pas en végétal local, parce que là, l'objectif, c'était d'avoir juste de la reprise immédiate pour éviter ce qu'on a vu tout à l'heure, le ruissellement et que les fines s'en aillent. Donc, on est sur des graines qui sont de très peu chères à plutôt chères. Donc, on va être sur entre 30 et 50 centimes du mètre carré. Donc, on voit que les coûts sur cette opération, ils sont dans la tranche inférieure, voire, si on est sur 50 000 mètres carrés, largement inférieur au coût d'un semis achat par semencier. L'objectif étant pour nous de disposer d'une banque de graines sur le site, à la fois par ce transfert de foin et par les graines qu'on a semées, pour que tous les 2 ans, quand on va végétaliser un nouveau casier, on puisse progressivement récolter in situ et faire nos transferts in situ. L'idée, c'est qu'à terme, on puisse être autonome sur ces transferts de foin et avoir du coup une banque de graines qui est vraiment adaptée au site et qui est issue de soit végétal local, soit du transfert de foin, mais de prairies sources qui ont été identifiées et validées par ce biais-là. Une toute petite dernière diapositive. Pour revenir au début, je vous disais qu'au niveau réglementaire, on doit avoir une flore autochtone et non envahissante et maintenir notre intégrité de notre couche d'étanchéité. On n'a pas encore pu vérifier à 100% que ces 2 objectifs étaient atteints, mais on voit déjà que c'est partiellement atteint au niveau du taux de recouvrement, puisqu'il est quand même plutôt bon. On pense qu'on est en super bonne voie. Il y a juste pour l'instant, on a un envahissement. Nous, on a la vergerette du Canada qui est assez prégnante sur le site, parce que vous avez vu la qualité du site, donc on est sur quand même des terres très peu riches, donc forcément propices à cet envahissement. Donc aujourd'hui, il n'est pas forcément contré. Par contre, avec le temps, je pense que le recouvrement des espèces va pouvoir permettre progressivement de contrer ça. Au niveau environnemental, nous, on voit que la richesse spécifique, elle arrive. Hein. On ne l'a pas encore quantifiée, mais c'est sûr qu'elle est là. Nous, on est assez contents, même très contents. On pense qu'il y a quand même, on peut qualifier ça d'un vrai succès de végétalisation, bien qu'il y ait eu un été très caniculaire, que notre sol dégradé, enfin notre sol sur lequel on s'installe est quand même très peu riche. On est quand même sur un transfert qui a fonctionné et qui fait qu'aujourd'hui, on a un couvert qui est efficace. Donc, voilà, pour nous, c'est un succès. Voilà. Alors, il y a une petite question qui concerne la dernière présentation, donc pour toi, Camille. Une question qui concerne le transfert de foin d'un casier à un autre. Est-ce que le fait de faire ce transfert de foin d'un casier à un autre sans apport de graines ex situ ne risque pas d'affaiblir la diversité spécifique de la population végétale sur le site à terme? Eh ben, c'est pour ça qu'avec Victor, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait travailler d'abord plusieurs années à développer des casiers. Donc là, on a mis du végétal local acheté sur un semencier sur le prochain casier, enfin sur le casier qu'on a végétalisé en 2022. On fera peut-être la même chose en 2023 et on attendra d'avoir une banque de graines suffisamment importante installée et dans le sol et au moment de la récolte pour qu'on puisse faire ces transferts. Et puis, on fera le même principe que vous avez expliqué de manière générale, c'est qu'on ne récolte pas toute la prairie. De toute façon, si on fait qu'un seul transfert de foin, on ne prend pas toutes les espèces puisque certaines ne seront pas à maturité et d'autres le seront. Donc, dans tous les cas, on va préserver quand même notre banque de graines. Merci. Du coup, pour le moment, il n'y a pas d'autres questions. Si, il y en a une qui vient de se rajouter. Donc, c'est une question pour l'intervention précédente. Pour la communauté de communes Saône-Beaujolais, comment ont été définis les linéaires de haies à planter et quelles ont été les difficultés au montage des contrats de collecte avec du végétal local? Donc, pour Florence Damevin. Les linéaires de haies, en fait, on a défini des zones prioritaires pour planter des haies, vu que c'était dans le cadre de l'appel à projet avec l'agence de l'eau. C'était dans la trame turquoise, donc à 250 mètres des cours d'eau. Enfin bref, il y avait un certain nombre d'indicateurs et c'était en lien avec des propriétaires qui étaient volontaires. Et on n'a pas fait de contrat de collecte. On a travaillé avec des pépiniéristes directement. J'évoquais ça éventuellement dans le futur sur des gros projets de végétalisation de ville, mais ça n'a pas du tout été fait pour l'instant.
Ok, merci. Et a priori, il n'y a pas d'autres questions. Très bien. On laisse encore. Merci. Merci, vous avez encore la possibilité de réagir, mais il va être bientôt midi. On a débordé de 10 minutes environ. Merci beaucoup aux différents intervenants pour la richesse de leur présentation. Merci aussi à vous, tous les participants, d'avoir suivi ce webinaire. Je vous rappelle qu'il sera mis en ligne un peu plus tard, qu'on pourra mettre aussi également en ligne avec l'accord des intervenants les présentations qui ont été déroulées aujourd'hui. On les mettra en ligne sur notre site internet. Et je vous ai mis normalement dans le chat un lien vers un questionnaire que vous aviez également reçu dans l'invitation pour ce webinaire. On vous invite à y consacrer 5 à 10 minutes pour répondre. Ça nous aidera, nous, à mieux cerner quels sont les besoins, les attentes du territoire. On a parlé de formation, on a parlé d'accompagnement. Ça peut être l'occasion pour vous de cibler des besoins qui seraient spécifiques à vos structures. Et puis, il y a peut-être des questions auxquelles on n'a pas répondu. On fera, hein, comme le disait tout à l'heure Florine, une foire aux questions pour que chacun reparte avec des réponses. Donc, on verra à réagir s'il y a des choses auxquelles on n'a pas pu répondre. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie toutes et tous d'avoir pris le temps d'être avec nous ce matin. Et je vous souhaite un bon appétit et une bonne fin de journée. Et à bientôt pour tous vos projets de restauration et de végétalisation.